Cette édition que nous avons voulu placer cette année sous le signe de l'imaginaire m'a incité donc à inviter pour en débattre Nathalie De Vries, qui est à ma droite, cofondatrice de la très célèbre agence d'architecture néerlandaise MVRDV, une des plus belles success stories de l'architecture européenne de ces dernières décennies. Et à ma gauche, Dominique Perrault, architecte français que vous connaissez tous au moins pour sa très grande bibliothèque François Mitterrand, qui est au moins aussi célèbre hors de nos frontières, en Corée par exemple, où il a beaucoup travaillé ces dernières décennies. L'imaginaire donc, tel qu'il peut se déployer dans l'architecture, tel qu'il peut transformer la perception que nous avons des bâtiments, de nos villes, de notre environnement, tel qu'il peut modifier notre rapport à l'espace, nos manières d'habiter, de travailler, de vivre ensemble. Face aux défis multiples, souvent contradictoires, qui se posent conjointement aujourd'hui, la crise environnementale, l'explosion démographique, la privatisation galopante de la commande publique, l'inflation des normes de tout poil. On va s'arrêter parce qu'on pourrait continuer très longtemps. Il n'y a guère plus que cette sphère poétique et fragile de l'imaginaire sur laquelle on puisse compter pour regagner un peu de liberté dans les marges, pour renouer de manière aussi ténue soit-elle avec ce qu'on a un jour appelé le progrès. Mais la voie est étroite. D'abord parce que la création architecturale, comme le soutenait déjà Viollet-le-Duc en son temps, est tributaire de la technique. Pas de gratte-ciel sans ascenseur, pas d'architecture moderniste, pas de plan libre, pas de porte-à-faux sans maîtrise du béton, pas de Guggenheim de Bilbao sans modélisation en 3D. Ensuite, parce que la sphère de l'imaginaire n'est pas autonome, surtout dans une discipline aussi ancrée que l'est l'architecture. Plus la technique libère, plus l'architecte doit s'en défier d'une certaine façon, plus il lui revient de la relier aux besoins des usagers, au contexte urbain, à la géographie, à la culture. Sans quoi l'architecture court le risque de n'être qu'un geste gratuit, un accélérateur du désastre ambiant. Voilà, donc évoquer l'imaginaire en architecture, c'est, on le voit, ouvrir la voie à un puits de questions, des questions que tous les architectes se posent, ou du moins qui devraient se poser dès lors qu'ils disposent d'un minimum de liberté. Donc voilà, si j'ai souhaité, parmi les grands architectes de notre époque, inviter Dominique Perrault et Nathalie De Vries pour en débattre, c'est d'abord pour le plaisir de confronter deux esthétiques extrêmement fortes, deux langages architecturaux immédiatement identifiables, radicalement opposés, qu'ils ont chacun développé au sein de leurs agences, voilà, ces 3-4 dernières décennies, en répondant pourtant à des défis qui sont les mêmes, ceux de la mondialisation, ceux de la numérisation de leurs outils, de leurs pratiques, ceux de la raréfaction des ressources, voilà, et de la crise environnementale. Donc je vais présenter d'abord quand même mes deux invités, pour ceux qui ne les connaissent pas, et même pour ceux qui les connaissent. Donc Nathalie De Vries à ma droite. Vous avez 54 ans. Après un début de carrière au sein de l'agence néerlandaise Mecanoo, vous remportez donc un concours avec votre compagnon Jacob van Ries, son meilleur ami Winnie Maas, et vous fondez, tous les deux travaillaient à l'époque pour Rem Koolhaas, et vous fondez donc dans la foulée cette agence MVRDV, sans vous douter que vous alliez lancer une nouvelle mode dans les noms d'agences d'architecture avec ces initiales, qui sont en fait vos initiales à tous les trois. En même temps, de toutes les agences qui vous ont un petit peu imité, je pense qu'il n'y en a aucune qui ne claque aussi bien que ce MVRDV. Dont vous avez fait plus qu'un logo, c'est l'étendard de votre esthétique ludique et provocatrice et de votre enthousiasme conquérant. C'est aussi devenu au fil du temps le support d'une quantité de slogans dont à mon avis qu'on va voir peut-être s'afficher dans les slides au cours du débat et qui témoignent donc au-delà de votre talent d'inventeur de forme d'un certain génie du marketing.
Voilà, donc MVRDV est devenu célèbre avec quelques bâtiments manifestes dont on parlera au cours du débat, comme le Silodam à Amsterdam, complexe de logements construit comme un empilement de containers de couleurs éclatantes posés sur l'eau, ou plus récemment le Markt Hall de Rotterdam, qui est cette espèce d'immense arche qu'on ne peut pas rater quand on se promène dans la ville, qui contient à l'intérieur de sa structure des appartements, des logements, et qui abrite un gigantesque marché couvert qui a vraiment transformé tout un quartier de la ville. Voilà, donc vous avez imposé dans le monde entier, depuis le milieu des années 90, vos géométries explosées, vos effusions pop, votre ethos pragmatique et démocratique qui se traduit, notamment chez vous, par un refus de l'idée même de signature. En France, on ne vous connaît pas encore très bien, même si vous avez déjà construit quelques bâtiments, un bâtiment de bureau dans le 13e arrondissement, vous avez transformé le campus Télétech de Dijon, mais vous avez beaucoup de projets en développement, en construction, et notamment à Paris, le futur, la transformation du centre commercial Gaîté-Montparnasse, dans le cadre de la grande transformation de la Tour et du quartier Montparnasse, un centre commercial aussi attaché à la gare de Lyon-Part-Dieu, la transformation de plusieurs quartiers à Bordeaux, et je pense qu'il y a encore pas mal d'autres choses. Voilà, Dominique Perrault. Vous avez 66 ans, vous avez ouvert votre agence en 1981 à Paris quand vous en aviez à peine 30. Peu de temps après, vous remportez donc le concours de la Bibliothèque nationale de France, dernier grand projet mitterrandien qui vous propulse donc à 36 ans dans les hautes sphères de la architecture mondiale. Chantier difficile, polémique, etc., qui ont rendu la suite de votre carrière en France un petit peu difficile pendant quelques années, et donc vous êtes épanoui en Allemagne, en Espagne, en Corée. Vous avez signé des réalisations au Luxembourg. Vous avez signé voilà, des bâtiments magnifiques, le centre de tennis olympique à Madrid, pardon. Le vélodrome et la piscine de Berlin qui était faite pour les Jeux Olympiques de Berlin 2000 qui ont finalement eu lieu à Sydney, n'est-ce pas ? Voilà, l'université féminine d'Ewa, dont on verra aussi des images tout à l'heure, qui est vraiment que j'ai malheureusement pas encore eu la chance de visiter, mais qui est de toute évidence une merveille, où là, très récemment vous avez terminé une sorte de dernière livraison de la Cour européenne du Luxembourg. Voilà, architecte de la commande publique, des grandes institutions, vous avez développé au fil des années, avec votre complice, la designeuse Gaëlle Loriot-Prévost, une esthétique extrêmement française, rayonnante, autoritaire, alliant épure géométrique et un goût prononcé pour la monumentalité et le faste. Aujourd'hui, vous revenez en force en France avec des projets aussi divers que le village olympique, la plaine Saint-Denis, l'île Saint-Denis, la plaine Saint-Denis plutôt, bon. La transformation de la Poste du Louvre, un futur musée qui va être enfoui dans le sol de l'esplanade des Invalides, qui était lauréat de la deuxième livraison de l'appel à projet de Réinventer Paris, pardon. Et vous êtes en outre aux avant-postes dans la réflexion sur l'avenir de Notre-Dame de Paris et son environnement immédiat. Voilà, bon, après cette un peu trop longue introduction, je vais passer la parole à mes invités et voilà, on va structurer la discussion en chapitres. Et j'ai voulu commencer par parler de bibliothèque. Parce que voilà, la bibliothèque, c'est une belle idée, déjà, je pense que tout le monde en conviendra. Et que pour un architecte, c'est un programme aussi noble que extrêmement excitant à une époque où voilà, on ne sait pas très bien où va le livre, entre le numérique, le papier, etc. Donc, beaucoup de questions qui se posent. Et puis que l'un et l'autre, donc, vous avez fait une des bibliothèques qui, pour vous, aussi bien MVRDV que pour Dominique Perrault, ont un petit peu eu valeur de manifeste. Donc je vais peut-être commencer par donner la parole à Nathalie De Vries et demander qu'on lance donc le premier diaporama MVRDV bibliothèque pour la régie. Voilà, Nathalie, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler donc de cette
Book Mountain, qui est une petite bibliothèque municipale située non loin de Rotterdam. Je vous donne la parole. Thank you. I'm going to speak in English, if you don't mind, even if you do mind. But I think libraries, well, in general, I think public buildings with just a single function are in decline. And then, of course, libraries are also changing a lot because they are turning much more in multimedia spaces and in spaces where people meet also and make use of computers and all these kind of things. I'm showing two very different libraries. One indeed was made in a peripheral area, let's say a village that was absorbed by the metropolitan area. Just a second. Je voudrais juste dire qu'on voit les images de deux bibliothèques très différentes là, qui sont donc la petite bibliothèque Book Mountain, et là c'est un projet beaucoup plus récent dont je pense Nathalie nous parlera après, mais qui est une grande bibliothèque qu'ils ont fait en Chine, voilà, récemment. Yeah, right. I think public buildings always express a lot about the society that is creating them. So in the small village library, there it is again. It is also a meeting place, but when we built it, in the program, it was foreseen that at the ground layer, there would be shops, and the library would just start on the first floor. But actually, we wanted to bring this library much more to the forefront. So therefore, we sort of celebrated this going up along a huge, gigantic mountain of books. And also we realized that we did not have that much budget to make a nice big volume and high ceilings. So by pressing everything together, we managed to create this pyramid with a big roof over it. So within the same budget, make it a very festive building where people could unite to hang around also and find these books there as well. So this is also a bit of a decline thing, that suddenly a public building should be put on top of shopping. And luckily this development is also turning back again, and that more and more libraries are put together with other projects and other functions in multifunctional buildings. And therefore, we can make better public spaces again, public buildings. For the library in China, that got a lot of attention because of its strong imagery, that is actually pasted together as a cluster of public functions, because it's standing in the middle of a sea of new apartment buildings in a rapidly growing Chinese city, Tianjin. And to find a sense of place, the urbanists of that plan, GMP, a German office, decided to just glue them together with used passageways. And our building is basically a sector which tries to give a sense of place in what is actually very wide and open area. So in this case, we were also confronted with a funny meeting room in the shape of a ball that we were supposed to absorb in our building. It was an existing object. So we just decided to create this environment of books. So it's almost like an inverse version of the library that you see here. But in any case, making a library is also trying to find a position in which actually there's a lot of pressure also on public functions and public buildings, and even in the usage of things like books. So it's also a transforming type of building. A lot of people here are readers probably today, but we also know we read a lot more on tablets, and nowadays libraries are often used by kids to go there and to study and to use fast internet, and libraries have become much more than just a place to borrow or look into a book. Et alors, donc on comprend avec ces deux projets qu'il y a une bibliothèque, ce ne sera jamais seulement une bibliothèque. Il y a l'intérieur, il y a le rapport avec l'extérieur, il y a vraiment une manière, là en plus c'est très MVRDV, de reconfigurer ou de repenser des fonctions comme elles n'avaient pas été pensées avant. Dominique, vous, ça remonte à le projet de la très grande bibliothèque, la grande bibliothèque François Mitterrand est antérieur à ces deux projets-là. Et puis il n'a vraiment rien à voir d'une certaine façon. Mais quelles questions vous vous êtes posées, vous, au départ, au moment de
faire le concours. Enfin, c'est aussi un projet qui a vraiment transformé l'environnement, qui a même porté tout un quartier d'une certaine façon. Enfin, qu'est-ce que vous aviez en tête, et même voilà, sur l'environnement et sur le livre lui-même et le rapport. On peut peut-être envoyer quelques images. Voilà, merci. Oui, pardon. Deuxième c'est diaporama. C'est parfait. Moi, ce que je voudrais, on a beaucoup parlé sur la bibliothèque, beaucoup écrit, beaucoup dit. Moi, je voudrais lire ce projet 30 ans plus tard dans un regard de durabilité. C'est certainement le bâtiment le plus durable de tout Paris. En effet, ce bâtiment propose plus d'1 hectare d'îlots de fraîcheur, ce que court après tous les réinventés Paris. Ce bâtiment propose 200 000 m² incrustés dans le sol qui ont une inertie, une passivité reconnue par différents audits. Ce bâtiment propose également des conditions acoustiques tout à fait exceptionnelles, puisque lorsqu'on se trouve dans les salles de lecture, on est une vingtaine de mètres en dessous du niveau de l'esplanade, donc on est dans un lieu qui nous éloigne des bruits de la ville. C'est un bâtiment qui, évidemment, est en relation avec la nature, donc il y a une dimension psychologique en termes de perception. C'est un bâtiment également qui prend son air au pied de cette forêt, entre autres de pins. Aujourd'hui, les oiseaux ont apporté des cerisiers sauvages et autres essences par la voie des airs. Toujours est-il, ce jardin va très très bien, même excellemment bien pour ceux qui le connaissent. Et donc, nous prenons l'air frais au pied du jardin et pas au pied des rues. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, évidemment, c'était inaudible ce que je disais, nous cherchions, et nous avons cherché longtemps, pendant à peu près 1 an et demi, avec la société américaine Corning, à développer des verres comme nos verres de lunettes qui se teintent en fonction de l'ensoleillement. Et nous avons cherché à mettre au point des verres qui allaient pouvoir être installés sur un bâtiment. C'est-à-dire que là, c'est petit quand même. Et au bout d'1 an et demi, nous avons quand même bien travaillé puisque nous avions agrandi les verres de lunettes au format A4. Pas mal. Aujourd'hui, le rêve dont on parlait, cette ville rêvée, on pourrait la mettre en place, en œuvre, sur les tours de la bibliothèque, ce qui parachèverait la dimension de résilience, de durabilité et d'écologie de ce bâtiment. En effet, nous allons installer dans les prochains mois 1000 à 1500 m² de verres photochromiques pour le siège de BNP Real Estate, donc à Boulogne, une grande surface de verre sur le bâtiment de Claude Vasconi que nous réhabilitons. Et ce verre va, en fonction si je puis dire, de l'ensoleillement, du soleil, va modifier sa couleur afin de protéger l'intérieur. C'est ce que je voulais faire. Je l'ai écrit, je l'ai dit. À l'époque, nous avions aussi d'autres soucis. Et donc, nous avons géré l'urgence. Toujours est-il que cette idée est restée et nous allons la mettre en œuvre aujourd'hui. Ça a des conséquences absolument extraordinaires pour l'architecture. C'est la rencontre entre l'industrie lourde, c'est-à-dire les gens qui font des verres, qui ont des usines extrêmement puissantes, mais c'est de l'industrie primaire, et les nanotechnologies qui viennent en fait créer un dépôt de particules sur des verres parfaitement lisses et parfaitement polis. Ce type de matériau est un matériau qui, évidemment, est technologique, évidemment, va se teinter comme nos lunettes de soleil, mais surtout, ce sont des matériaux qui ont une adresse IP. C'est-à-dire que quand vous êtes ici, dans cette salle qui est obscurcie par ce verre photochromique, finalement, si on voulait voir un petit peu la lumière naturelle, je pourrais ici commander une partie du verre qui s'éclaircirait et qui nous permettrait d'avoir une vue sur l'extérieur. Donc, la bibliothèque est certainement, dans l'histoire de l'architecture, le bâtiment qui clôt l'histoire du mouvement moderne, mais c'est aussi dans l'architecture le bâtiment qui ouvre une autre attitude que MBRDV développe, entre autres cette relation avec la géographie, avec les dispositifs, avec des lieux qui sont des lieux inédits, des lieux dans lesquels on découvre en fait une autre relation physique, phénoménologique avec son environnement. La bibliothèque annonce ça, elle clôt, mais elle annonce
Donc elle fait son rôle de bibliothèque nationale. Alors, comment comment est arrivée cette idée de ces tours en forme de livre? Comment ça naît, ça? C'est premier ou c'est dernier presque dans la réflexion? Non, on pourrait dire que c'est entre guillemets dans le même mouvement. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai fait une maquette en pâte à modeler. Bon. De ce volume, du programme qui nous était donné en mètres carrés. Ça, c'est très français. À l'étranger, on compte en mètres cubes, ce qui donne déjà un peu plus de dimension, évidemment, au bâtiment qu'il va falloir imaginer. Donc, lorsque j'ai fait la maquette en pâte à modeler, c'était gros comme une boîte à chaussures et que j'ai posé ce bloc de pâte à modeler sur la maquette d'études que l'on avait réalisée pour essayer de comprendre un petit peu où on habitait. C'était insupportable. Et donc, dans un mouvement, je dirais, intuitif, immédiat, fulgurant, j'ai enfoncé la pâte à modeler dans le sol. Alors après, j'ai trouvé quand même que c'était peut-être pas suffisant en termes de présence en ce qui concerne le marquage d'une institution, d'un grand bâtiment public culturel, qui est quand même un don du pays pour sa population, puisqu'une bibliothèque ne rapporte pas d'argent comme un opéra ou un musée. Une bibliothèque, c'est quelque chose qui est donné à l'ensemble des publics. Et donc, il fallait qu'il y ait une émergence. Et cette émergence, en fait, elle est marquée par ces quatre angles du bloc de pâte à modeler. C'est-à-dire que si je mesure le volume qui est pris entre les 4 angles des tours, c'est le volume qui est incrusté dans le sol. Donc, évidemment, après, toutes les relations avec le land art, avec le travail minimaliste, avec cette relation d'inscription dans des territoires, qui sont des territoires qui aujourd'hui paraissent évidents, parce qu'aujourd'hui, il y a un quartier autour de la bibliothèque. Donc, c'est évident que la bibliothèque se trouve au cœur d'un quartier. À l'époque, c'était quand même une histoire un peu absconde d'un jeune architecte qui imaginait un vide au milieu d'un vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors écoutez, je crois que ça va nous conduire, cette affaire de land art et de géométrie et d'écrasement, à mon deuxième chapitre, qui est la question de la géométrie, justement. Voilà, qui est cette géométrie extrêmement rigoureuse, en fait, qui caractérise la bibliothèque, caractérise à peu près quand même tout votre travail. C'est une écriture qui est déjà très aboutie. C'est pas par hasard que vous gagnez ce concours, on va dire. Voilà, votre langage est complètement là. Et cette géométrie, ce rationalisme, cette rigueur, cette épure, on va la retrouver dans tous vos bâtiments emblématiques. Donc là, j'aimerais bien qu'on lance le diaporama de Dominique Perrault, numéro 2, sur le Vélodrome et la piscine olympique de Berlin, où on est dans une forme de diptyque. C'est vraiment une forme magnifique. Enfin, il y a voilà, là, on voit ça, c'est le Vélodrome, et il y a la piscine qui est derrière ou à côté. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire ça. Voilà, on a vu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Alors, quand est-ce que vous l'avez fait, et puis comment? Donc, il est complètement écrasé là dans le sol. Il disparaît dans le sol. Oui. Voilà. Donc là, pour faire un lien avec la bibliothèque, il y avait 2 projets qui parlaient comment dirais-je, de deux dispositifs extrêmement opposés, mais qui finalement ont quelque chose à voir. Le projet de Rem Koolhaas pour la bibliothèque qui parlait de l'hyperplein. C'était l'hyperdensité, et Rem a toujours travaillé sur ces questions-là. Et le projet que j'ai fait qui parlait du vide. Et alors, attendez, du vide, mais pas du vide en tant que néant ou en tant qu'absence, mais du vide en tant que matériau, en tant que élément qui a une carnation. Je vous coupe là aussi juste pour dire que le projet qu'on voit maintenant, parce que je voulais en parler, on va en parler aussi, c'est la Cour européenne de justice de Luxembourg, donc, dont vous venez de livrer la dernière tour, la dernière partie, et qui aussi, on reconnaît ce rapport à la géométrie extrêmement rigoureuse. Alors, je pense qu'on va revenir à Berlin. Enfin, j'espère que Berlin va repasser. Ça va revenir dans pas voilà. Alors, Berlin apparaît effectivement à la fin de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque, c'est la nature qui est prise entre ces 4 tours, donc, qui est prise dans l'architecture. Berlin, c'est tout à fait un autre dispositif, une autre position politique, qui est celle de l'union
des deux Allemagnes. C'est-à-dire qu'on commence à travailler sur ce projet en 93 à peu près, et donc effectivement, il y a un mouvement lorsqu'on travaille à Berlin. On est sur la partie est de Berlin, et on est dans une ville qui... C'est absolument, enfin, c'est des moments extraordinaires où la ville est noire et tous les soirs, il y a une lumière de plus, un bar qui s'ouvre, un restaurant, un immeuble qui se remet à fonctionner. Et on a vécu ce moment de la réactivation, en fait, de ces deux territoires. Le Vélodrome de Berlin est une réponse politique qui s'oppose, ou tout au moins qui rend compte des Jeux Olympiques qui ont été accueillis par Berlin en 1936. C'est-à-dire... Pour parler d'autorité, moi je considère que l'architecture que je fais n'est pas autoritaire, parce que c'est pas parce qu'elle est dessinée qu'elle est fasciste. On peut en parler aussi, d'ailleurs ça c'est encore un autre débat, voilà, faisons attention, soyons prudents sur la terminologie. Toujours est-il que Berlin, c'est l'absence de la monumentalité. C'est-à-dire que Berlin, le projet de Berlin qui s'inscrit dans les Jeux Olympiques est un projet effectivement sportif et un projet qui va s'effacer par rapport à un espace public qui est un verger sur lequel on a tenté de planter plusieurs centaines de pommiers, dont une partie qui viennent de France. Et donc, ce sont des grands halls qui ne font pas justement acte d'autorité, mais au contraire qui permettent d'avoir un lien entre ces deux parties du quartier et dans toutes les directions. C'est ni plus ni moins le prolongement du travail sur la bibliothèque. La bibliothèque n'est pas un bâtiment qui arrête. Elle n'a pas de mur, elle n'a pas de grille, elle n'a pas de colonnade. C'est un bâtiment qui laisse passer, et d'ailleurs aujourd'hui, même qui laisse danser. Enfin, pour ceux qui fréquentent l'Esplanade, c'est quand même assez formidable ce qui se passe au travers ou par rapport aux façades et toute cette musique et ces gens qui dansent en permanence sur l'Esplanade de la bibliothèque. Donc, c'est des bâtiments qui sont de grands bâtiments, c'est indiscutable, mais c'est des bâtiments qui sont parfaitement ouverts. Et Berlin, et je gagne le concours parce qu'il y a ce dispositif, ce positionnement où il y a absence d'architecture et au contraire mise en place en fait de grands ensembles sportifs qui fonctionnent d'ailleurs très très bien et qui sont reliés aussi au transport puisque nous sommes connectés à la ligne périphérique de métro de Berlin. Sur la Cour européenne de justice, là, il y a une filiation qui est vraiment... enfin, on sent une ligne très, très directe qui relie la bibliothèque à la Cour européenne de justice, en tout cas avec ces espèces de pavés comme ça, très fins, qui s'élèvent. Est-ce que vous revendiquez d'avoir une écriture, une signature ? Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Parce qu'il y a beaucoup d'architectes qui se défient, et d'ailleurs MVRDV en particulier, mais c'est vraiment pas les seuls, qui se défient. C'est plus compliqué que ça. De cette idée de signature, alors que chez vous, elle est très forte, je ne sais pas s'il y a une question de signature, mais il y a une question de style, quoi. Oui, mais il y a aussi une question d'origine. Moi, je suis d'une famille qui n'avait pas d'argent et il n'y avait aucun architecte. Donc, ma génération, n'avait aucune chance, a priori, d'accéder à la commande publique. Mmh. C'est parce que la France se mobilise, au travers d'ailleurs de Giscard d'Estaing, qui décrète l'architecture d'intérêt général. Ensuite, évidemment, toute la commande publique avec les concours. Et François Mitterrand, qui donne à cette commande publique une dimension extraordinaire. Donc des architectes comme moi, qui n'avaient aucun destin, peuvent prétendre, tout au moins, à faire candidature pour participer à des concours. Et cette commande publique, elle m'a nourri. Voilà, je suis un enfant de la commande publique. Voilà. Et donc, j'honore la commande publique. Voilà. Et donc, lorsque je construis des institutions dans un idéal, d'ailleurs des Lumières, au passage, pour aller vite, mais quand même, qui honore la commande publique. J'ai des commanditaires publics. Et donc, effectivement, dans le cadre de la Cour européenne de justice, c'est 25 ans d'histoire, c'est 8 architectes qui ont travaillé sur ce bâtiment au fur et à mesure, et c'est quand même l'histoire d'une Europe qui a grossi, enfin tout au moins moi celle que j'ai connue, puisque lorsque j'ai gagné le concours, il y avait 16 pays, on a livré le bâtiment, il y en avait 28, donc c'est une très très belle histoire. C'est une histoire extraordinaire de ce que des peuples peuvent faire ensemble, de l'idéal qu'ils peuvent avoir. La Cour européenne de justice, c'est une cour constitutionnelle, c'est une cour suprême. C'est d'ailleurs l'institution dont les Anglais ont la trouille et les Américains détestent. Donc je trouve que simplement pour ça, c'est bien qu'elle soit belle, digne et rayonnante. Voilà.
Nathalie, qu'est-ce que ça vous inspire ce que Dominique vient de dire sur la commande publique et son rapport, extrêmement passionné finalement à cette question très française quand même, mais il y a quelque chose de très français dans cette sacralisation presque de la commande publique. Vous, chez MVRDV, vous répondez à des commandes publiques, mais enfin sans doute encore plus à des commandes privées, et on sent que c'est pas du tout le problème. Enfin, je sais pas. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Qu'est-ce que ça fait comme différence pour vous, par exemple, de travailler pour un client privé ou pour une institution publique? That's a lot of questions at the same time. Well, to respond to, for example, this building and the très grande bibliothèque, yes, I think it's very important that we celebrate our public life and our public buildings. To a point where I even think we should do it even more in our commercial and privately built buildings. We will see maybe an example of that later. Yes, we, as Dutch, we see, of course, that the French take much more pride, and they are not afraid of the big gestures. That's a bit more complicated in the Netherlands for a kind of self-proclaimed modesty at some points. So maybe we are actually more French than Dutch in that sense. But I also like that, in the projects, although our tectonics and our massing is very, very different, I guess, you can clearly recognize the difference between our buildings. It is also still about how do you create buildings in a world that is densifying, where you have to build ever more buildings, very big buildings, buildings that you can sometimes be very proud of, that should be seen, and at the same time still create good spaces and places. Alors, peut-être on peut lancer le diaporama Vosoko et éventuellement parler indeed, un petit peu. But I think with creating volumes and with creating masses and a certain tectonic, you also decide as an architect what you build and what you do not build, where you create void, where you create space. Yeah? So as Dominique created this large garden around his project, being able actually to wrap buildings that are by nature quite closed and also very huge with a park that can be used in different ways as well for the community when there are no games or sports activities. We also are dealing a lot, and this were our public commissions, was affordable housing, in a way also a public commission by housing corporations, is that we have to build ever more. This building was made in a post-war modernist area near Amsterdam, where we were faced with that we start to build exactly in the voids, in the green spaces that were once part of the original master plans. And we were even asked to build a little bit more than actually fitted on the site. So that's the moment when we started to think like, well, maybe we don't put all the houses that we have to make on the ground. We start to create these hanging houses, and there's still space underneath, actually. So this is why these typological solutions emerge. So in a way, c'est une maison pour des personnes âgées, n'est-ce pas? Ou en tout cas une partie du programme. Well, no. Well, at the time, old people's homes were demolished and replaced by houses when you were older than 55 years. So that's for me in 1 year from now. We're supposed to live next to all kinds of facilities. So, and our client said it should be attractive for us, and it shouldn't have this feeling of that it was just for elderly people. At the time, 55, I was then in my 20s, late 20s, also seemed far away. So they also challenged us to bring in some joy. And also we realized that as we produce more and more houses, it's time to think also a bit more about diversity and variation, even within small constraints. Like here it's just the balconies and their colors that are changing a little bit around the facade. And there's this strange thing that at the wrong side of your gallery, there's suddenly a house hanging there. And there's people living in it who like it, and people who were a bit afraid of it didn't have to go in there. So for us it was an experiment, and I actually put in these images. What we did is we photographed the empty apartments, and we photographed them after they were in use, just to also learn as architects about the effect of what we were creating.
But you see, so this is actually the same void, or actually public space, that we try to create with our cantilevers. That is the same space that I think Dominique tried to create around in his plot around his building. And the idea is concentrate it and make it as big as possible, because that's how we can deal with growing amount of buildings that we have to make. Mais pour le coup, c'était une commande privée ou c'était une commande publique? Ce que je veux dire, c'est que ça ne fait pas vraiment de différence pour vous, en fait. Vous avez le sentiment, vous parlez d'un espace public qui est créé, quelle que soit finalement la nature du client. It's publicly accessible space for a affordable housing corporation. And I think housing corporations we could consider as sort of, public facilities to create social housing. Or, I don't know what the French word for it is exactly, but yes. Enfin, la différence, c'est qu'ils sont modernes tous les jours, chez eux, par rapport à nous. Oui. Voilà. C'est sûr. J'ai construit à Groningen des logements. Ouais. C'est formidable. Ouais. C'est-à-dire que pourtant, ce sont des logements sociaux, ce sont des logements qui sont portés par effectivement une commande publique qui est mixte, qui est plutôt liée à des engagements des privés par rapport à des engagements effectivement sociaux. Mais il y a une ouverture. Enfin, je veux dire, la proposition que l'on peut faire, elle est reçue comme une proposition. Elle n'est pas reçue comme quelque chose qu'on va immédiatement contredire. Et eux, avec le talent qu'ils ont et l'enthousiasme que MVRDV a, ils arrivent à déplacer les murs, à sortir les balcons. C'est formidable. Mais il y a quand même des pays ou un pays qui est capable de l'entendre au sens de sa culture. Mais alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, quand je parle à des architectes néerlandais ou d'autres pays, qui en fait viennent de plus en plus travailler en France, et donc il y a un discours que moi j'entends qui est symétrique presque du vôtre, qui dit en France, il y a un respect de l'architecture, de la pensée de l'architecte, de la vision, on est à l'écoute, etc. Et vous, finalement, ce que vous dites, c'est presque le contraire. Non, je pense que mais je pense qu'aujourd'hui, c'est l'herbe possible. est toujours plus vite verte. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a un changement effectivement de la commande en France, parce que c'est vrai que la commande publique que l'on évoquait tout à l'heure a disparu, et elle se transforme, disons. Par contre, la commande privée a pris une place beaucoup plus importante. Donc, la relation qu'eux connaissent au quotidien, dans leur pratique et dans leur histoire, devient possible en France parce que le client a cette attente aujourd'hui. And with us, we're already beyond that again, with neoliberalist governments that are currently taking away all the profits of housing corporations and bring it back to the government. So in Holland, we left this era of experimentation in affordable housing, unfortunately, right now. So we have to move on to our commercial housing projects, indeed. So I think this was a kind of window of opportunity we had in the 90s. But due to some housing corporation directors that came a bit overly excited and started to develop more than just affordable housing, this was rigorously stopped. But I think there's still a strong culture of how to make good quality affordable housing. And I must also say, since I'm also designing houses here in France, that I must say sometimes it feels a little bit like stepping back on certain things. Yes. Peut-être on pourrait passer le quatrième diaporama MVRDV, Silodam et les Future Towers, parce que finalement ça s'inscrit un peu dans la même conversation sur cette question finalement qui a été vraiment au cœur de toute votre réflexion et votre positionnement chez MVRDV, qui est la question de la densité. Et qui est aussi centrale chez vous, Dominique. Et donc c'est des réponses finalement, même si vous avez des projets qui peuvent se répondre, chez MVRDV, la réponse est quand même beaucoup passée par l'empilement et voilà, on va aller de plus en plus haut, ou alors s'étendre sur les côtés, suspendre, etc. Mais en tout cas en hauteur, alors que Dominique, comme on va le voir après, a énormément
pensé à creuser dans la terre. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, ça c'est le silo d'âme, qui est vraiment un projet formidable. Donc peut-être vous pouvez en parler un petit peu, Nathalie, et donc qui remonte effectivement aux années 90, à ces années un peu bénies aux Pays-Bas. Mm-hmm. And then an Indian project Et voilà, et ça c'est un projet beaucoup plus récent qui s'appelle les Towers à Pune, c'est en Inde, qui a été très médiatisé l'année dernière. Une sorte de ville verticale un peu, hein, presque. Well, yes, they are both exponents, and the Dutch one is actually a modest version, one could say, of seeing how you can deal with mass, creating more and more houses, mass housing. We have a huge task to build ever more houses, and to still bring all kinds of ideas of collectivity inside. In this project, as well as in the one in Amsterdam, we try to bring in semi-collective spaces dispersed throughout the building. It's also both projects where we try to reconfigure again a volume, a mass, which is compact, but at the same time allows some space for bigger public spaces. In the silo dam that was built in the water, we actually created a big platform that was pushed out in the water, privately built, publicly used. In this project, instead of putting just a lot of single towers next to each other, this building, which looks more like a bit of a star, incorporates bigger spaces between these arms of the star, where again much more higher quality semi-collective spaces can be made. I'm saying semi because they're of course privately built, but they're still for a huge group of people inside these buildings using them, and the platform of the silo dam is even accessible from the outside. Also, the shape and the position of the houses is used here on the top, and we have different typologies in the building to create a lot of different houses for different styles of living. So for us, it's not so much about how much money you have, it's about you are all different people with different needs, whether you're rich or poor or whatever. It's interesting to see how much variety you can make within one structure. And it's also a matter of economy, because still our structures have to be sort of built economically and affordably. But for us, it's really a challenge to take this as a starting point when we make apartments. So again, we use the roofs, we use the different positions of the houses to make difference also in types of house. So here you see how we can create these collective spaces as well. There's really, pardon, il y a cette idée qui est de plaisir qui est quand même très très forte. Enfin, on le sent juste en voyant les images. Déjà, il y a quelque chose de, il y a les couleurs, c'est ludique, c'est des espaces comme ça un peu vraiment surprenants, quoi, qui donnent envie de, je sais pas, qui proposent une sorte de, voilà, qui découpent des vues différentes, etc. Ça, c'est aussi c'est au cœur de votre pratique, quoi, l'idée du plaisir des usagers, quoi, et du plaisir et du vôtre aussi, je pense. Enfin, c'est comme s'il y avait un plaisir communicatif, on sent. Yes, it's also important that we go back every now and then, of course, and learn from what we have created, and take that into the next project as well. And working worldwide also allows us to deal with these questions in different scales and in different cultures as well. So what is generic in architecture, and when does it become specific to the culture you are working in? But indeed, you already started this discussion about, are you now working more in commercial architecture? I think we work a lot in commercial architecture. In a way, I mean, it's not the highest thing you can achieve in architecture. Maybe building operas and villas might lead to the most exclusive architecture. But the reality is, of course, that maybe 95% of what is built worldwide is enormous amounts of concrete and spaces. So, I really believe it's our task. Dominique also referred to it. I think that's also quite important,
to, in the coming time, see how we can do with is also in building techniques, because we are maybe one of the least innovative industries that exist, the construction industry. So as architects, I think we have an obligation to try in the projects that we can get our hands on, to experiment, to show that new typologies are possible, that new ways of using materials are possible. This sometimes might lead to people thinking, hey, what is that? Why does it look so different? It's not just to attract attention, but it's actually to try, and to try with every commission to put another step, to put another step in the way we develop ourselves. And I think especially architects, because there's a lot of stuff constructed without any architect involved actually, have that task to take a position and a point. Alors pour ce que je voudrais bien qu'on lance maintenant le diaporama pour Dominique Perrault, l'université d'Ewa, qui est donc, voilà, Nathalie De Vries parlait de manière d'imaginer d'autres manières de faire, d'autres rapports du bâti à l'environnement, de comment on peut réinventer ce mot qui est un peu galvaudé aujourd'hui, mais enfin imaginer des manières de faire autrement. Donc il y a cette université que vous avez fait en Corée, Dominique, qui est donc enfouie là encore dans le sol, ou en tout cas vous avez recomposé. Enfin vous allez vous allez peut-être nous présenter ce projet qui est vraiment extrêmement inspirant, je trouve. Voilà, hiver comme été. Hiver comme été. Ce que je trouve vraiment formidable dans le travail de MVRDV, c'est pas seulement le côté joyeux, ça c'est bien, mais c'est surtout cette capacité à créer des possibles. C'est-à-dire, bon, alors je vais faire des containers comme un porte-container et je vais le mettre sur l'eau et je vais habiter là. Bon. Je vais prendre une forme comme la forme que l'on a vue tout à l'heure d'un grand ensemble et je vais l'émerveiller. Bon. Ça, je trouve, c'est vraiment l'architecture. C'est-à-dire l'architecture, c'est cette capacité à créer des possibles. Et Iwa, c'est une autre forme je dirais, d'élargissement de notre monde. Iwa, c'est un projet qui est très emblématique parce que le client est très emblématique. C'est une université féminine. Il y a aujourd'hui 25 000 étudiantes. Et c'est un concours qui a été gagné il y a, je crois, 12-14 ans, je ne sais plus très bien, à peu près, en Asie. Nous sommes à Séoul. Et à l'époque, pour gagner un concours en Asie, il fallait quand même être le plus grand, le plus brillant, le plus gros, voilà. Donc, assez noisy, quoi. Donc, si on n'avait pas un petit côté Kunz, ça ne marchait pas très fort, quoi. Voilà. Et la proposition qui est celle-là, c'est la disparition de l'architecture. C'est-à-dire, c'est clairement l'idée d'utiliser l'architecture pour construire de la nature. C'est aussi, évidemment, une déclaration politique, encore une fois, qui concerne l'ensemble de la planète, qui est une surface que l'on connaît aujourd'hui et que l'on connaît très bien et que l'on sait finie. Nous sommes dans un monde fini. Et cette perception de l'humanité aujourd'hui de ce monde fini, évidemment, ça lui pose des problèmes psychologiques. Et donc l'humanité réfléchit sur elle-même et est obligée de penser qu'elle va faire un travail plutôt introverti pour trouver au sein d'elle-même de nouveaux possibles. Et Iwa fait partie de cette stratégie. C'est-à-dire que comment peut-on reconstruire une géographie, puisque cette forme de colline correspond à la colline historique, là où l'université est venue s'installer il y a plus de 125 ans maintenant. Ils ont décapité la colline, ils ont installé des parkings, des aires de sport, etc. Et puis, ils ont voulu redonner un visage, finalement, à ce campus et une entrée. Et donc, l'idée de reconstituer la topographie initiale, la géographie initiale, a été quelque chose qui a tenu, si je puis dire, dans tous les sens du terme, aussi bien d'un point de vue structurel que d'un point de vue symbolique, le projet. C'est une première approche. Il y a eu un autre événement qui est un événement très important, qui est un événement historique, qui a eu lieu il y a 3-4 ans,
que vous avez pu suivre, qui est la destitution de la présidente de Corée. Les étudiantes se sont installées dans cette vallée, 3-4 000 étudiantes, jour et nuit, pendant plusieurs semaines, avec leur téléphone allumé en permanence, et sont restées là pour destituer leur présidente, la présidente de l'université. Ce qui a été fait. Cette présidente était, entre autres, ou est toujours peut-être, une des amies intimes de la présidente coréenne. Et donc, le processus de destitution du pouvoir coréen est né de cette vallée et est né de cette université. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux éléments essentiels pour créer un espace public, une géographie et une histoire. Très bien. Je suis pour rien. Très bien, très bien. J'ai un tout petit peu creusé, mais le reste n'a pas été. Le reste a été porté. Ouais. Non, mais ce sur quoi je voulais, parce que bon, je vais vous donner la parole s'il y a des questions dans la salle dans, on va dire, une quinzaine de minutes. Mais je voudrais quand même au moins qu'on ait le temps d'aborder un aspect qui est très important. Aussi bien dans le travail de l'agence de Dominique Perrault que dans celui de MVRDV, qui est la question de la recherche. Parce que voilà, on n'arrive pas à faire un bâtiment inscrit comme ça dans une colline. On n'arrive pas à tout d'un coup sortir des projets justement qui transforment complètement le réel et la perception et qui fonctionnent sans en passer par finalement des essais, des recherches, enfin une dimension que n'ont pas forcément ni l'envie ni les moyens de développer toutes les agences d'architecture, mais dont on va voir là, s'ils peuvent nous en parler un petit peu tous les deux, à quel point elle est fertile, à quel point elle est moteur de l'imaginaire aussi, et voilà, tout en s'inscrivant dans l'histoire, dans la géographie, dans l'environnement. Peut-être commencer avec Dominique Perrault et le diaporama Groundscape, qui est le diaporama numéro 3. Dominique, l'agence DPA fait de la recherche dans divers secteur, mais il y a quand même cette question donc du groundscape, de construire dans le souterrain, dans la terre, que vous avez vraiment exploré. Notamment, il y a un très beau livre que vous avez fait qui réunissait comme ça, voilà, des tas d'images qu'on va voir passer, qui remontent à éventuellement très loin, même dans l'histoire des arts. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la place de la recherche, de comment finalement elle vient fertiliser, quelle place elle occupe dans votre activité d'architecte et qu'est-ce que ça produit, quoi, finalement? La recherche, c'est plutôt, c'est une espèce de dynamique, quoi. C'est-à-dire que la recherche en architecture, c'est pas une science. C'est pas fondamental, donc il n'y a pas de recherche fondamentale comme peuvent le développer les universités, c'est de la recherche appliquée. Et pour que cette recherche appliquée se développe, il faut faire des projets et encore des projets, critiquer surtout le projet que l'on fait, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on n'a pas pu faire, ce qui n'a pas marché, bon, enfin bref, mais d'avoir cette espèce de plaisir finalement et de simplicité à prendre et à reprendre, à lire et à relire, et donc petit à petit à nourrir donc des champs qui peuvent devenir des champs de recherche. L'idée de ce travail en ce qui concerne le sol, c'est lié, effectivement, on voit bien qu'il y a un fil rouge entre les différents projets, mais ce fil rouge n'est pas apparu immédiatement, il a fallu du temps. Et cette reconstitution, d'une certaine façon, du parcours a fait naître une idée qui est une idée têtue, qui est de dire on a, depuis le début de l'humanité, utilisé le sol pour différentes raisons, souvent pour des raisons d'infrastructure, des raisons de peur, des raisons de lieux qu'on ne veut pas voir, etc. Mais on a fait beaucoup. Et tous ces ensembles, si on peut dire, qui ont été réalisés, sont des ensembles qui ont une caractéristique, ils sont autistes. C'est-à-dire, ils n'ont aucun lien les uns avec les autres.
Tout ce qui est dans le sol a sa propre logique de fonctionnement, sa propre logique programmatique, et il ne parle avec qui que ce soit. Alors que l'on pourrait imaginer, et nous c'est ce qu'on pense, et nous c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de développer un réseau comme un système racinaire, de façon à ce que le sol devienne un lieu de ressources. Ce n'est pas pour aller habiter dans le sol, c'est pour que le sol qui est pétri d'investissements, comment dirais-je, de possibles, deviennent en fait le prolongement de la ville, le prolongement en particulier évidemment de nos métropoles, afin qu'elles se ressourcent au travers de ce sol. On en a un exemple actuellement à Séoul, une nouvelle fois, où on travaille sur un très grand projet qui est un hub à peu près de la dimension de la moitié des Champs-Élysées, qui va connecter 2 gares de métro, des gares de train, des bus, etc. Le tout sous une grande avenue où il y a 14 voies de circulation. Et ce hub va en fait régénérer la downtown de Gangnam, pour ceux qui connaissent ce quartier de Séoul. Gangnam Style. Oui, c'est là, c'est exactement là, et ça chante, il y a de l'ambiance. Donc c'est là, c'est effectivement. Et c'est vrai que ce lieu, qui est un lieu de downtown, c'est-à-dire ce genre de quartier complètement asséché, qui n'arrive pas à se régénérer sur lui-même parce qu'il n'a pas de racines. Ce travail, voulu par la ville de Séoul et aussi par l'État coréen, est un travail justement de régénération de cet ensemble sans boutique, pour ceux qui suivent les actualités. Il n'y a pas de commerce dans cet ensemble. Il y a des espaces d'exposition de la dimension du Grand Palais. Il y a des morceaux d'université, des lieux de recherche, etc. Tout ceci que les gens lié comprennent au quartier, au bâtiment, qui est un quartier comme la Défense. Voilà pour dire. Mais quand vous travaillez le sous-sol, il y a toujours une question de faire rentrer la lumière, etc. Parce que ce que vous disiez tout à l'heure, justement, c'était très négativement connoté, le sous-sol, et tout votre travail consiste à... c'est pas seulement les réseaux, c'est aussi à l'anoblir d'une certaine manière notamment en y faisant rentrer la lumière. Exactement. C'est vrai, parce que pour moi, ça me paraît une telle évidence que je n'en parle même pas. Donc effectivement, Séoul, ce qui fait naître et vivre ce lieu, c'est effectivement une poutre de verre qui est incrustée au cœur, au centre de cet axe, qui mesure à peu près 10 mètres de large, une vingtaine de mètres de haut et 800 mètres de long. Donc c'est un objet qui est vraiment une architecture, et c'est au travers de ce prisme de verre que l'on va éclairer plus de 170 000 mètres carrés d'activités qui, elles, vont être mises en réseau par rapport au pied de l'ensemble des tours qui se trouvent en périphérie. Projet qu'on pourrait très bien plugger à la Défense, et ça donnerait pas mal de sens au grand axe historique pour aller définitivement du pont de Neuilly jusqu'au pied de l'Arche de la Défense. Alors ça me fait quand même, je vais rebondir maintenant tout de suite parce que ça s'inscrit quand même un petit peu dans ça, c'est-à-dire que dans vos projets de recherche, François Hollande, quand il était président de la République, vous avez confié une mission sur l'île de la Cité. Donc voilà, c'était dans la perspective déjà du palais de justice qui allait partir, etc., de plein de transformations, d'une ville du XXIe siècle, d'une forme d'obsolescence, de dysfonctionnement. Donc vous avez, comme là on voit, vous avez réfléchi à toutes sortes de transformations. Et là aussi, il y a une grande publication qui est sortie. Et aujourd'hui, donc ce projet qui était un petit peu en sommeil retrouve une forme d'actualité avec celle de la catastrophe de Notre-Dame et de toutes les questions que pose non seulement sa reconstruction, mais la question des abords, quoi. Alors peut-être, je crois qu'il y a un diaporama aussi, Notre-Dame, je ne sais plus quel numéro il est. Vous l'avez trouvé, bravo. Voilà, est-ce que vous pourriez, Dominique, nous dire en tout cas votre point de vue? Voilà, je pense que vous avez réfléchi à la question de Notre-Dame. Donc, sur voilà, dans quel sens, selon vous, il faudrait aller? Quels sont les écueils à éviter? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur voilà, quel est Bon, c'est la même, je dirais d'une certaine façon, c'est la même attitude sur la question de réactiver des lieux qui sont des lieux qui ont disparu de la carte. L'île de la Cité est une île qui, avant l'incendie,
avait complètement disparu de la carte. Elle est revenue, il y a une espèce de relecture de ce lieu, une réapparition de cette île. Et c'était effectivement la base de l'étude que l'on a développée avec Philippe Bellaval, qui est président du Centre des Monuments Nationaux, que l'on a développé sur l'île de la Cité. Comment faire réapparaître cette île au cœur de Paris comme un lieu de vie? L'île de la Cité, c'est une île où on ne fait que passer, et on essaye d'y passer vite et rapidement, parce que d'abord, il n'y a rien pour s'y arrêter, et la seule fois où vous vous y arrêtez, vous êtes convoqué, soit pour vos papiers, soit par palais de justice, soit par la maladie, soit par le décès, etc. Donc, c'est un lieu qui a perdu, en fait, sa centralité, ou tout au moins sa lisibilité. Et donc, le travail qui a été fait, c'est de mettre en place une idée qui consisterait à mutualiser l'ensemble de cet héritage. C'est-à-dire que si on prend le patrimoine élément par élément, le palais de justice en lui-même, l'hôtel-Dieu en lui-même, la cathédrale en elle-même, la préfecture de police, etc., enfin tous les bâtiments extraordinaires qui composent ce patrimoine architectural, si on les prend en eux-mêmes, on ne s'en sortira jamais. C'est-à-dire ils ont leur mode de fonctionnement, ils ont leurs problématiques, et plus ils développent leurs problématiques, et plus ils se ferment sur eux-mêmes. Alors que l'idée, c'est comment faire revivre l'île au travers de son espace public, en ouvrant et en mutualisant ces bâtiments qui sont des bâtiments extraordinaires, avec des espaces intérieurs formidables, des cours exceptionnels. Il faut savoir que l'île de la Cité, les bâtiments, le patrimoine occupe 30% de l'emprise de l'île. On pense que c'est extrêmement plein, que c'est occupé. Non, c'est vide. Et donc, il y a là des possibilités qui sont extrêmement intéressantes pour ceux qui y travaillent, qui sont extrêmement intéressantes pour ceux qui peuvent redécouvrir l'île, traverser l'île, s'y arrêter et redéployer finalement une vision de cette île comme étant un monument. Et le projet s'appelle l'île monument, c'est-à-dire considérer que le patrimoine ne se travaille pas et ne s'analyse pas en lui-même, mais qu'il fait partie d'un ensemble qui le dépasse, qui s'appelle son environnement, ses abords, les quartiers qui l'entourent, etc. Et donc, le travail qui a été fait avec François Hollande a permis de mettre en évidence différentes stratégies, entre autres sur le dessous, parce que notre ami Haussmann a fait propre, le garçon est assez efficace, donc il a aplani l'île. C'est-à-dire que vous avez, en termes de topographie, un point zéro au niveau de la place Dauphine que vous retrouvez devant la cathédrale. Donc, une fois qu'il a aplani l'île, après, ils ont construit leurs différentes institutions. Et donc, en fait, on a une épaisseur, on a une espèce de socle, si vous voulez, qui ne touche pas du tout l'archéologie, qui sert de base logistique aux différents bâtiments et aux différentes institutions qu'on pourrait connecter et activer entre eux. Également, évidemment, il y a aussi des parkings qui sont merveilleusement bien situés, 50 000 mètres carrés de parking, ce qui est quand même aussi une ressource, plus des cours très importantes que l'on pourrait transformer, comme le British Museum, par exemple, pour donner un exemple, de façon, sans aller si loin d'ailleurs, juste en traversant la Seine, comme le musée du Louvre, où il y a quand même des cours couvertes qui sont absolument sublimes. Donc, avec ces trois gestes, si vous voulez, qui sont des gestes qui ne touchent à rien, mais qui font revivre, on développe à peu près 100 000 mètres carrés nouveaux, ce qui est une réponse. C'était la réponse que l'on a apportée à François Hollande. Décidément, je fais toujours ce lapsus, mais je l'aime, je crois finalement. Donc, de toute façon, nous ne sommes pas éloignés tous les trois, donc tout va bien. Voilà, donc l'histoire est celle-là. Toujours est-il qu'après le chaos qui est évidemment apparu avec l'incendie de Notre-Dame, comme le disaient les Grecs, va naître la lumière. Et donc la lumière, c'est évidemment la reconstruction, la restauration de la cathédrale. Mais c'est aussi grâce à ce redéploiement architectural de la cathédrale, la possibilité de mettre en lumière, de mettre en place le rayonnement de cette cathédrale. Pour moi, c'est une cathédrale qui est extraordinaire parce qu'elle ouvre sur la ville. La plupart des cathédrales sont prises dans la ville.
Alors que cette cathédrale ouvre sur la Seine, elle ouvre sur 2 autres côtés. Il y a évidemment la question du parvis, il y a la question du rapport au fleuve. Il y a un endroit qui permet ce rapport au fleuve de façon émotionnelle extraordinaire, qui est le mémorial, qui se trouve à l'extrémité de l'île Café Pingusson. Donc il y a là vraiment quelque chose qui est une épiphanie pour moi. Et au travers, grâce à cette situation qui est dramatique, enfin qui reste toujours préoccupante tout au moins, je pense que l'île va réapparaître et les Fluctuat nec mergitur, ça marche encore. Bon, j'ai pas trop le temps. Peut-être qu'il y aura des questions sur Notre-Dame tout à l'heure. Ça ne me surprendrait pas tant que ça, mais je voudrais juste quand même finir pour donner la parole à Nathalie sur la question de la recherche chez MVRDV, qui est extrêmement passionnante et stimulante, très centrée sur la question de la densité urbaine, et qui c'est en fait vous prenez beaucoup le prétexte d'exposition ou de pavillons que vous allez faire, enfin ça passe beaucoup par ça. On pourrait lancer les diaporamas Peak City et Expo 2000. Et je veux bien donc vous inviter, Nathalie, peut-être à rebondir sur ce que vous avez vu. Je ne sais pas à quel point vous connaissez le travail de recherche de Dominique Perrault et cette question de Notre-Dame. Enfin, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à en dire, ou sinon à partir tout de suite sur cette espèce de folie qui était le projet Peak City, ou alors le Big Mac hollandais construit pour l'exposition de Hanovre en 2001. Yeah, je vous laisse libre. And I hope we have some time also to bring up another project that is in the slideshow for Rennes, where we made a plan for the changing of the Palais de Commerce there, because I think that sort of relates maybe in a modest way to what's happening to your ideas for Notre Dame. But I think I already said that we see often our projects as a sort of step forward. We try to experiment and at least take one thing, an aspect of building into a new time. But in our more experimental work, and I think this pavilion that had to represent the Netherlands in the year 2000, that was one moment where you can also see, so through our images, the collages of Dominique, through installations, for books, we can add fiction to reality. Ça, vous avez ça en commun. C'est la recherche est liée aussi à la fiction, quoi. C'est vraiment, on fait une recherche dans le réel, mais après on en tire des scénarios fous, quoi. Yes, and we cannot underestimate this production also that offices are making. So this is a project that was made a long time ago, but I'm still getting questions about it in every interview. This is about how we can free up and even add to our livestock more space, not just to people, but also for our agriculture in verticality, and bring it closer to our cities. So more space for pigs, but also less traffic for pork, let's say. So if it is already in industrial or agriculture, why not then optimize it and give better working conditions for the animals? And I mean, this is still a big problem in the Netherlands. We had the big demonstrations last week of farmers, because the government has to reduce the impact of stikstof. That's NO2, I think. Well, anyway, one of the bad gases in our environment, created by traffic, but also by agriculture. So what we try to do is actually to extrapolate. And maybe it's utopian. Some people look at it almost as dystopian. But I think these images extrapolate the things that we notice, that we have to go up, that we have to see cities and our environment in totality as ecosystems. And we make calculations, yes, hypothetical, about what the future of our planet will be. And yes, I say even the word planet, if we just add up all the numbers and try to think about it in a more systematic way. I mean, how many forests do we need? We complain now that they are burning down in the Amazon, but how much forest do we need to create even to get a good oxygen balance? So
this is really a building that looks like it's a cycle, that it's a system. And in order to make our built environment more sustainable and healthy, we have to incorporate much more elements into our built environments, like green, like energy, and make it productive in order to survive all together and make nice environments about it as well. So this was these explorations are ways of showing that to the world. And nowadays, I mean, trees in buildings and windmills on buildings are not even... This was the year 2000, and millions of people came to look at it, and nowadays you think, yeah, it's around my corner. Yeah? So it's like a glimpse of the future that we can give. I mean, even the plan voisin that Dominique sunk in the earth, these are very powerful images created by architects in the past, Le plan voisin de Le Corbusier. foreshadowing or foreshining a possible future. And so what we can do in this work, which in a way is a free work, or it's like, please help us to imagine the future, is to visualize that and use the knowledge that we have. So it's incredibly important for our profession, but also to sharpen our own minds, to see opportunities. In our own futures, we see opportunities. And these opportunities we can pick up at the moment that we get a real commission that maybe looks a bit like this solution. And I think also, it's not just to deal with hyper new buildings and constructions. It can also be seen in our old environment, in our existing environments. It's in Notre Dame or in Rennes, where I happen to come Rennes, a lot. I'm not sure I have the image. Je crois pas que j'ai les images pour Rennes. Palais des Commerces. Mais peut-être vous pouvez en dire un mot. Voilà. I can explain it to you. It's a building in the center of the city. It's the Palais des Commerces. There's a post office inside. It was a building not used publicly. But what we did is we sort of cleaned up the whole structure, opened it up again to the ground floor, added with a passage a new part, but also very important is that we took back the public space in front of the building and then the other side as well, where the sunny side is, by just reorganizing space, by rethinking about how public transport is using our spaces. I mean, our cities are often cluttered with all kinds of infrastructure, and then, I mean, in the Notre Dame probably also enormous amounts of tourists march through occupy plazas and streets. So what we have to look at again, and this is sort of how can we create spaces in our cities that are nice and that we can enjoy. And it's like you don't even have to change the built structure that much often. It's a matter of looking again at them, especially at ground floor levels, especially at the top of those buildings. I hope you can find the images. But je suis désolée. Doesn't matter. But so it's about looking again at what you have, and it's like when you're in your living room and things have cluttered up a while, and you just you reorganize it. You put some stuff in the cupboard, and some other things in the attic or the basement, for that matter, and hey, you have space again that you can use and enjoy. So and we need that. To free up our cities of just pure functionalist and rationalist thinking and take back public space. Bon, je crois que on va ouvrir les questions à la salle. Peut-être pendant ce temps-là, je vais quand même demander qu'on passe le 5e diaporama de MVRDV qui montre en particulier ce Markthal dont on n'a pas pu parler, mais qui est donc un projet de logement. En fait, ça devait être 2 tours de logement, je crois, et un marché couvert. Et donc, chez MVRDV, je résume très rapidement, mais ils ont décidé finalement de courber les 2 tours de logement pour que ça fasse un marché couvert, et plutôt qu'un marché couvert un peu à la méditerranéenne, très bas, une espèce d'immense halle qui est devenue une sorte de vraiment de landmark, enfin le nouveau symbole de la ville. Donc voilà, je pensais que c'est dommage si vous ne voyez pas ça, avec cette espèce de fresque incroyable peinte. Et donc il y a les fenêtres des habitations qui donnent sur l'intérieur du marché et aussi sur l'extérieur, hein, quand même. Normalement, je crois que tous les appartements sont plus ou moins traversants. Bon voilà, donc les questions, je ne sais pas s'il y en a. Monsieur là-bas.
Bonjour, je m'appelle Christophe Lemarié. Je vous remercie d'abord pour vos présentations et très intéressantes. Ma question concerne moins l'architecture que l'architecte et la relation de l'architecte au pouvoir politique qui a été abordée directement, indirectement à plusieurs moments. Ce qui m'a interpellé en particulier, c'est au tout début le projet de bibliothèque. La très grande bibliothèque, où le rapport aux politiques est assez clair, mais aussi la bibliothèque en Chine. Rêver la ville, c'est le titre aujourd'hui. Une ville est généralement rêvée par le pouvoir politique plus par ceux qui y habitent, qu'à voir des villes comme Washington ou le Paris haussmannien. Et une bibliothèque, dans une ville, c'est pour moi un espace de liberté où on va confronter sa pensée à des pensées différentes. Et évidemment, dans le contexte d'une bibliothèque en République de Chine populaire, ça m'interpelle. Ma question est la suivante. Lorsque vous acceptez un chantier d'un pouvoir public, comment vous gérez ces contraintes ou ces possibles contradictions? Est-ce que c'est quelque chose qui finalement n'a pas d'importance? Les régimes passent, les bâtiments et les projets resteront? Ou est-ce que vous vous fixez des règles, des contraintes? Est-ce que vous accepteriez de construire une tour pour M. Trump? Si le régime de M. Assad vous proposait un projet pour reconstruire Alep après... Merci, monsieur. Je crois qu'on a très bien compris. C'est une excellente question qui intéresse absolument tout le monde. Donc, je vais peut-être passer la parole à Nathalie. Et puis, si Dominique veut rajouter quelque chose, je vous coupe parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, c'est tout. Hein, mais... Yes, it's a very good question, of course, because we are not in control of the books inside the library. So you're absolutely right. So probably some of the books are not in this library, but I think it's a part of all the work we do in China, and that is to see are we restricting ourselves or others in any way by the way and by the structures we are building. Well, this counts for not just this country, but more countries, I think, that we work in, and a lot of architects. Si je peux me permettre, juste une petite remarque, il y avait eu en plus un petit couac sur cette bibliothèque qui s'est retrouvée quasiment sans livres au début. Non, je me souviens plus exactement, mais il y a quelque chose qui s'est pas très bien passé sur la bibliothèque en Chine au début. No, indépendamment de vous, mais it does have a lot of books in it. But I think, on the one hand, it's an expression of the rise of the middle class in China, where there are more and more public buildings are being made at the moment. First, you saw the whole growth of the cities, and a lot of apartments were made, and then buildings like libraries, universities, museums are made. So certainly there will be restrictions inside, I have no doubt. But on the other hand, I think the creation of a lot of public program and buildings and museums might also provoke questions to those using it. So maybe you are right. So maybe some of the visitors are missing some of the books inside. By the fact that there are libraries, I think that's already a improvement and a sense of place. So yes, you are right. The library will be there if governments change. And I also talked about it with, we have people from most of the countries that we work in, including also Chinese. And I also said, like, what does it mean that I work there in your country? Is that a problem for you? And they said they hope that we will break ways and break open opportunities that local architects are not getting. So. The answer is it's an ambiguous situation. It's an ambiguous profession. Also. It's an ambiguous profession, and a lot of the public buildings we made are always an expression of the politics and the public funding that is behind it, which is automatically governmental. So you're right, we are collaborating on that in a certain way. Dominique, est-ce que vous travaillez avec des régimes dits autoritaires? Moi, ce que je voudrais dire, on n'est pas forcé de faire tout ce qu'on vous dit de faire. Hein. Vous pouvez dire non. Si je prends un exemple, prenons Norman Foster, pour dire un petit exemple. Norman Foster a quitté
le travail qu'il a développé sur la ville de Nehoum en Arabie Saoudite. Donc, il n'y a pas que le client avec l'espèce de médiatisation, enfin d'image médiatique, il y a aussi le processus de la commande. C'est-à-dire que le processus de la commande est un processus où il n'y a pas, enfin, sauf dans des régimes, il y en a, enfin, du point de vue de la commande directe, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le monde par rapport à l'histoire du XXe siècle. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de commande directe. Il y a toujours des consultations, il y a des compétitions, etc. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Hein. Et si ce que vous proposez, ça ne leur plaît pas, vous ne le faites pas. Bon, une autre question peut-être ? Là. Bonjour. On a parlé du rôle politique de l'architecte. Moi, je voudrais vous questionner aussi sur le rôle social de l'architecte. Je pense que, M. Perroux, vous avez très raison quand vous dites que l'architecte crée des possibles. Et vous avez clairement fait le parti de la ville. Je me pose la question si, aujourd'hui, dans un monde fini, est-ce qu'il ne faut justement pas remettre en question cette ville et créer des possibles plutôt dans les campagnes, créer des possibles avec moins de matériaux. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut créer des possibles. Partout, on peut créer des possibles. Il n'y a pas de dimension en ce qui concerne les possibles. Il y a plutôt cette capacité à augmenter, je dirais, les usages, mais les usages, c'est un truc un peu... Mais augmenter comment dirais-je, le fait de vivre quelque part, voilà, c'est-à-dire augmenter l'inscription d'une vie sur un lieu. Quand vous vivez quelque part, vous êtes jeune, vous êtes plus vieux, vous vous séparez, vous avez des enfants, etc. Bon. Donc pour moi, c'est ça, cette capacité que doit nous offrir la ville, qui est une structure vivante, c'est cette capacité à nous répondre ou apporter des réponses à des moments de nos vies qui sont des moments heureux ou moins heureux. Et ça, je trouve ça absolument passionnant. Et là, l'architecture, elle a un pouvoir absolument extraordinaire parce qu'elle va le construire. Elle va le construire. C'est-à-dire, c'est pas blablabla, elle va le construire. Et cette construction, c'est-à-dire cette dimension physique, ensuite, il faut qu'elle soit partageable pour que justement ces usages que l'on évoque à un moment donné puissent, dans le temps, se réinterpréter, être réutilisés, etc. Et donc, cette dimension sociale, ce n'est pas seulement une dimension de concertation, c'est une dimension de partage de lieux que l'on va imaginer, certainement ensemble, mais surtout que l'on va pouvoir gérer ensemble. Par exemple, vous avez une question qui est assez sympa, je vous la soumets, c'est-à-dire, nous, Européens, et en particulier en France, alors l'espace public, c'est public. D'accord. Seulement, nos amis les GAFA considèrent que l'espace public, c'est vraiment un endroit formidable pour partager de la donnée, pour gérer de la donnée, etc. Et donc, se profile à l'horizon la gestion de l'espace public par le privé. Eh bien, bon dimanche. Il y avait une deuxième partie quand même à la question de mademoiselle, et je ne sais pas, peut-être Nathalie ou Dominique voulait y répondre, et qui était quand même, est-ce qu'on ne penserait pas à construire avec moins aussi quand même ? Là, cette idée de la frugalité, bon, c'est bien, c'est sympathique, bon, ok, mais le sujet, c'est l'outil de production. C'est-à-dire, il faut effectivement, et ça on est capable de le faire et on s'en approche de plus en plus, relire toute la période de l'industrialisation qui a été développée avec des objectifs et des moyens qui étaient ceux des années 50-60, disons, la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, nous avons besoin de construire des usines d'un type entièrement nouveau, de façon à ce que cette frugalité, ça ne soit pas un espèce de truc
bio-bobo vegan, quoi. C'est quelque chose qui va nous permettre de structurer notre mode de vie, d'être plus en proximité par rapport à nos lieux de travail, d'avoir des développements effectivement dans les matériaux, mais aussi dans leur mise en œuvre et dans leur déplacement beaucoup plus économes et beaucoup plus évidemment écologiques. Le travail que l'on fait actuellement sur le village olympique, c'est un travail avec des ambitions et des performances effectivement en matière d'empreinte carbone très, très élevées. On espère y arriver, mais on est quand même handicapé par une industrie de la construction qui est très très en retard par rapport à des recherches de mise en œuvre, de fabrication telles qu'on peut les imaginer ou telles qu'on commence à les voir apparaître dans d'autres parties du monde, là où effectivement les populations et les usines sont en train d'être investies de façon tout à fait différente. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie, de ces Well, questions? I think there is certainly among a lot of architects already knowledge about it, but indeed the industry is lagging behind a bit. So we know much more than we actually can use in our projects. So in the meantime, what we can do is to start think about reuse and about decompose buildings at some point, or make them more flexible, or maybe also make them more durable so people like them and use them as long as possible, which actually might not be always using less material, but maybe more even. I think in the past we've built a lot of buildings with too less material that are too light now, that we're just tearing down because they're not insulated well enough, for example, or too small. So what we can do already at the moment is making buildings that are possibly more transformable or have this double use that we've been talking about all the afternoon, no? With our green roofs and creating also public space at the same time as you make buildings. So there are many stories behind this, but in general, it is true that the way we are building has to change drastically and very fast. But it can only be done if we collaborate together. It's governments that have to set stricter regulations because our clients go to the limit of what is not needed. Huh? So government should impose stronger regulations. The industry should really innovate faster. And as architects, we should do what we can do in our design methodology. Les architectes aujourd'hui travaillent de plus en plus avec l'existant quand même. Et c'est le cas aussi bien pour vous, MVRDV. Si on a juste le temps de lancer le diaporama 6 de MVRDV et le 6 de Perrault peut-être. Perrault qui refait la poste du Louvre, vous qui avez refait ce Ragnarok, qui était une sorte de vieux bâtiment industriel que vous avez transformé en une sorte de temple du rock'n'roll. Voilà, ce serait juste pour avoir des images. Mais bon, enfin voilà, peut-être une dernière question, je ne sais pas si on a le temps ou pas. Non, on n'a pas le temps. Bon, ben non, alors on n'a pas le temps. Mais vous voulez pas lancer les images là juste? Voilà, ça c'est le Ragnarok. Qu'est-ce que c'est? Yeah, so this is an old cement factory near the city of Roskilde in Denmark that a lot of people know. There's annually a big pop music festival there, which turns it at that moment in the second city of Denmark. So what we did is that we recreated an area where the cement factory is, so that in the rest of the year there's this museum for pop music in Denmark, very exotic. I advise you to have a look at it. And also a school for the in-between year after high school and university, which is a typical Danish system. But at the bottom of it is that we reuse existing structures. We use their character also a lot, and then in those buildings we usually apply another design strategy also of making more like infills and large pieces of furniture put inside. Often we use color. Color is for us also a way to deal with lack of money for very expensive materials. So color is always a very powerful replacement, you could almost say, of finishing. But in any case, what is important that we act as architects also as garbage cleaners. So we have a lot of abandoned or ugly or non-functioning shopping malls, factories, industrial areas. And if we take a new look at it, and even the best palaces can be crappy at sometimes, or beautiful buildings, once beautiful buildings. So we're also cleaning up stuff and reusing it again, which is an important aspect of less material. It's reuse. And often we find even that
in the reuse, we can do even more fantastic things than in new buildings, because we just can use the character of what is there and add new elements to that. Oh, there it is. Voilà. Bah, je pense que, voilà, ça c'est la poste du Louvre. Non, c'était pas. Non, c'était Rennes. Ah, c'était Rennes. Ah. Mais je savais pas le nom du truc. Bon, bah la poste du Louvre, ce sera pour une autre fois. Mais quand est-ce que vous l'aurez terminé, Dominique? On pense prendre un verre sur la terrasse l'année prochaine. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez. Merci beaucoup.